Suite de cette série spéciale des Mobilities Stories enregistrée depuis le Moving On Summit, le sommet mondial de la mobilité durable, un événement en direct sur 3 continents, 3 villes, Montréal, Singapour et Paris. Dans ce nouvel épisode, on va naviguer nous aussi de continent en continent car on va essayer de comprendre, d'analyser le parcours d'un colis, d'une boîte en carton transportée d'un bout à l'autre de la planète. On va parler évidemment transport de marchandises. Cette activité représente aujourd'hui plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Le secteur a, semble-t-il, pris conscience de l'enjeu et cherche à innover pour réduire son empreinte environnementale. Mais au sein de l'écosystème Moving On, qui offre pour une mobilité plus durable et en partenariat avec l'Express, on se pose plusieurs questions. Décarboner le transport de marchandises, ça passe par quoi? Faut-il chercher à réduire les échanges ou bien à réduire les distances? Quelles sont les différentes technologies que l'on peut envisager de développer? Quelle énergie demain pour transporter nos colis? Y a-t-il une énergie miracle? On vous dit tout dans cet épisode. Je suis Antoine Perrin, vous écoutez Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Moving On. Et nous accueillons Benoît Beldaillé. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes chef du projet Wizamo initié par Michelin. C'est donc une aile sur un cargo, solution innovante et dévoilée en exclusivité lors du sommet Moving On. Philippe Decarné, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Directeur général Business Développement, RSE et Innovation chez Geodis, un des leaders mondiaux du transport et de la logistique. Et puis Yvan Baturon, bonjour à vous. Bonjour Antoine. Vous êtes leader de la communauté d'intérêt Supply Chain for Good qui cherche à accélérer la transition vers une meilleure chaîne d'approvisionnement. Première question, quelle serait aujourd'hui la mesure phare pour décarboner le secteur du transport de marchandises? Yvan Baturon. Antoine, excellente question. S'il fallait retenir qu'une seule mesure, pour ma part, je retiendrais une juste taxation de l'utilisation du carbone. Le carbone est une matière fantastique, elle explique toute la vie sur la planète, mais il y a un petit problème dans l'utilisation que nous en faisons, puisque ce carbone qui a été produit au terme de centaines de milliers d'années par la planète, nous la consommons en quelques années, quelques dizaines d'années. Et ça cause des problématiques au climat qui sont assez fondamentales. Et la société humaine a besoin de liberté pour son activité, pour entreprendre, pour tester des nouvelles opportunités. Et cette liberté de choix, elle est importante, elle est essentielle. Par contre, si dans ces choix, nous n'avons pas la totalité du coût des externalités négatives ou positives de l'utilisation de ce carbone, alors nous ne ferons pas les bons choix. Et c'est ce qui se passe. Quand vous parlez de juste taxation, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'elle soit plus importante ou au contraire moins importante? Plus importante. Okay. Les scientifiques nous disent qu'il faudrait arriver à une taxation du carbone à hauteur de entre 100 et 200 euros la tonne. Aujourd'hui, les pays ont des réglementations différentes, mais on est plus proche de 10 euros la tonne. Donc on est très très loin de prendre en compte la totalité du coût réel pour la planète. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Beldaillé? Parce que ça paraît coercitif tout de suite là. Non mais je suis hyper d'accord avec ça. Finalement, en fait, on a peur de quoi dans la vie? On a peur du flic. Donc, et si le parking, le PV de stationnement, il n'est pas assez haut, et si ça coûte 5 euros, vous en foutez, vous grugez. Du coup, non, il faut une taxation forte. Aujourd'hui, le domaine du transport maritime notamment, c'est le passager clandestin. Et je suis bien content que ça rentre donc dans les quotas. Et il faut une taxation forte à l'avenir, que celui qui pollue paye et que celui qui dépollue soit incité au contraire. Alors vous êtes en face de Philippe Decarné de Geodis, vous êtes d'accord avec ça, Philippe Decarné? J'ai bien fait de vous mettre en face. Oui, absolument, je pense qu'on est tous d'accord. Il faut, à un moment, comme le dit Yvan, que les externalités négatives soient payées par quelqu'un. Et on sait qu'évidemment, le consommateur final va devoir, à un moment donné, acquitter un peu plus cher pour un certain nombre de produits. Mais que c'est un levier qui va permettre de réorienter aussi un certain nombre de choix qui sont faits sur l'organisation des supply chains. Est-ce que vous voulez vraiment manger des haricots verts qui viennent du Kenya et qui sont partis par avion ou pas? Et nous sommes des industriels, je pense que je vais répéter ça plusieurs fois aujourd'hui dans ce podcast, et on a besoin de décisions qui sont orientées par justement des leviers. Yvan dit, les scientifiques estiment qu'on commencera à avoir des déplacements de choix industriels, de choix de technologie à partir de 100 à 200 euros. C'est possible que certains ne se déclenchent qu'à partir de 400 euros. Quand on fait des calculs aujourd'hui, nous, sur comment est-ce qu'on pourrait orienter nos clients vers tel ou tel choix de technologie propre,
on se rend compte qu'à 50 €, il ne se passe rien. Et c'est encore beaucoup trop cher d'utiliser ces technologies. À 100 €, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Et c'est probablement à des niveaux beaucoup plus élevés qu'à ce moment-là, des choix technologiques peuvent être réorientés. Et on voit un certain nombre de nos clients qui ont décidé d'ores et déjà d'adopter des prix internes du carbone. C'est une mécanique purement virtuelle, mais qui leur permet justement d'équilibrer, de valoriser, de comparer des technologies propres par rapport à des technologies de référence sur des horizons qui peuvent être plus ou moins lointains. Quand vous construisez une usine, c'est 30 ou 40 ans votre investissement. Quand vous achetez un camion, c'est quelques années. Donc ces différents horizons de temps doivent être aussi reflétés dans ces approches de choix de technologie en face de prix du carbone. Alors je le disais, c'est 10% des émissions mondiales de CO2, le secteur du transport de marchandises. Mais en plus, ça fait qu'augmenter d'année en année. Hein. On est d'accord là-dessus? Oui, parce qu'au fur et à mesure que nos pays, nos civilisations se développent, elles aiment se découvrir en se déplaçant soi-même, mais aussi découvrir les produits des voisins. Les produits, effectivement. Une chemise en cachemire indien n'est pas la même chose qu'un habit qui est certes plus local, mais l'expérience n'est pas la même. Et si je parle de pneumatiques, par exemple, qui intègrent du caoutchouc naturel, le caoutchouc naturel, il ne pousse pas en Suède. Ouais. Donc, de toute façon, l'activité humaine, le développement de nos sociétés, de nos entreprises, de nos familles, passe par de l'activité. L'activité se traduit fondamentalement en mobilité des personnes ou des marchandises. Mais du coup, est-ce qu'on est vraiment prêt, est-ce que le consommateur est vraiment prêt à réduire sa consommation, à réduire ses échanges, à ne plus acheter de produits fabriqués en Chine? Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça aujourd'hui? En gros, est-ce qu'on peut vraiment limiter cette activité du transport de marchandises? Je pense que la première des choses, c'est l'information. Est-ce que vous avez compris les quand conséquences? J'achète un smartphone, par exemple, il ne vient pas d'Europe, c'est ça? Voilà. Et quel est finalement le bilan CO2 de mon achat? Et aujourd'hui, en effet, quand on fait de l'achat en ligne, quand nous travaille avec nos clients industriels, on leur remet à chaque fois un décompte assez précis et qu'on cherche à rendre le plus précis possible du CO2 qui est émis à chaque cargaison. Et ça, c'est un calcul assez compliqué parce qu'en effet, en Chine, il va falloir aller chercher ça de l'usine jusqu'à l'aéroport ou au port, comptabiliser les émissions de la partie maritime ou aérienne. Ensuite, ça s'est déchargé, ça va être mis dans un train ou dans un camion, ça va aller dans un entrepôt intermédiaire, et puis enfin, ça va faire le dernier kilomètre, comme on dit. Et donc, on va être capable de calculer cette somme-là. Et donc, on peut informer nos clients sur leur choix CO2, et on s'aperçoit que parmi nos clients industriels, de plus en plus, ils sont sensibles à ça et nous demandent de proposer des solutions pour réduire. Excellente nouvelle. Et puis, on s'aperçoit aussi que le consommateur final, il est de plus en plus sensibilisé à cette question du changement climatique et des émissions CO2, et que quand il va faire son achat en ligne, on va lui proposer peut-être plusieurs moyens de transport, un express, un peu moins rapide, peut-être qu'il a le temps, il n'a pas forcément besoin d'avoir sa chemise pour demain, et il va pouvoir aussi avoir cette information CO2 et être éclairé sur ses choix. Alors dans les solutions, il y a aussi l'innovation. Je me tourne vers vous, Benoît Beldaillet. Vous avez fabriqué, vous avez pensé, créé une sorte d'aile qui va aider à faire avancer les cargos de manière un peu plus responsable. Tout à fait, oui. Wizamo, c'est un projet Michelin qui est là pour contribuer à la décarbonation du transport maritime. Qu'est-ce que c'est? Et c'est une aile gonflable, géante, qu'on va mettre sur des bateaux. Sur des cargos. Sur des cargos. Donc c'est une innovation qui propose une réduction de la facture de fuel de 10 à 20% et de réduire du coup l'impact environnemental dans la même quantité. Aujourd'hui, le transport maritime, ça représente quoi en termes de CO2? La situation du transport maritime, elle est claire. C'est 3% du CO2 mondial. Si on prend le transport lui-même, c'est 11%. Et du coup, c'est exactement autant que l'avion, en fait. C'est-à-dire que les bateaux, ils naviguent un petit peu loin des côtes, au pôle, etc. On les voit moins. Et on est peut-être plus sensible à l'aviation. Mais en fait, le transport maritime pollue largement autant que les avions.
C'est en termes de transport de marchandises, c'est le transport maritime qui transporte le plus de la plus grande quantité de marchandises à travers le monde, ou 90. c'est là sur la route les poids lourds? 90% du fret mondial. Ah d'accord, ah, donc c'est massif en fait. C'est massif. En fait, on ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer du transport maritime. La demande est en croissance, ça représente 100 milliards d'euros de fuel lourd par an. Et du coup, on l'a dit, 3% du CO2 mondial et 11% du CO2 des transports. Donc les chiffres sont colossaux, l'enjeu est énorme et il est urgent d'agir. Et là, je rebondis sur ce que disait Philippe, c'est que moi, je suis un consommateur comme les autres, c'est-à-dire que mon salaire, il n'est pas le double à la fin du mois. Du coup, quand je suis face à un choix, c'est parfois compliqué. Même si j'ai une vraie sensibilité à l'écologie et que je fais de mon mieux. Et par contre, du coup, c'est vraiment aux industriels de trouver des solutions qui permettent, pour le même coût pour l'utilisateur final, de décarboner, donc des solutions pérennes, économiquement, sustainable. Alors il y a cette aile pour cargo qui peut aider justement à soulager un peu le moteur et donc la consommation de fuel d'un bateau de marchandises. Mais on parle aussi de l'électricité, de l'hydrogène. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte pour décarboner ce transport de marchandises? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, Philippe Decarnay? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des technologies. Ces technologies, elles ont été développées, elles sont disponibles. Alors mettre un cargo à l'hydrogène ou à l'électrique, ça, est-ce que c'est possible? Alors aujourd'hui, il faut regarder aussi ce qui s'est passé parce qu'il y a déjà un parcours qui a été réalisé par l'industrie aérienne, par l'industrie maritime. Par exemple, si on reprend les exemples des cargos, ces cargos, on l'a vu, on a été frappé de la taille du bestiau qui était coincé dans le gosier du canal de Suez l'autre jour. Le chiffre défie un peu l'entendement, 400 mètres de long, d'accord, peut-être, je peux peut-être me faire une idée. D'habitude, on compte en terrain de football, je ne sais pas combien de terrains de football ça fait, peu importe. Mais 20 000 containers sur des navires comme ça. Donc, bien sûr, on comprend pourquoi 90% du fret peut être assuré par ces navires-là. Mais le fait qu'ils soient très grands, ça réduit aussi leur traînée. Et ça permet, quand je reviens à la quantité de CO2 émise par tonne transportée par kilomètre sur un navire, c'est en fait le moyen de transport le moins émetteur de CO2, si je compte en efficacité. C'est celui qui est le plus vertueux en émissions de CO2. Le seul problème, c'est que les distances transportées et les quantités transportées sont énormes, et c'est pour ça qu'on arrive à 11% des émissions du transport. Mais ça reste quand même un moyen de transport très vertueux. Sur la route, les poids lourds, est-ce que là aussi on peut faire quelque chose avec ça, les mettre à l'électrique, à l'hydrogène? Parce qu'on ne peut pas s'en passer du poids lourd, on est d'accord, pour l'instant, on n'a pas imaginé autre chose. Voilà, on ne va pas faire remonter on va pas tout transporter par à vélo. Des écluses et par des vélos. Donc oui, on a besoin des poids lourds. Et aujourd'hui, les poids lourds, alors selon leur poids, il y a des solutions qui existent, qui sont même viables économiquement. Pour les petites camionnettes, on peut avoir aujourd'hui des véhicules à batterie dont le prix de revient, tout compris au kilomètre, est pas si loin de celui d'un diesel, donc c'est parfaitement acceptable. Ça, c'est un peu pour dépolluer nos centres-villes. Donc ça marche très bien. Par contre, si je prends des camions beaucoup plus importants, alors les 19 tonnes qui servent à livrer votre supermarché tous les matins, celui-là, aujourd'hui, il va me coûter 3-4 fois plus cher qu'un véhicule diesel au moment où je l'achète, et grosso modo 2 fois et demi au kilomètre. Donc là, quand je propose ça à mes clients, ils disent « Ah, c'est sympa, mais on va peut-être attendre un peu ». Et puis les semi-remorques, le tracteur et la semi-remorque, les camions que vous voyez en file sur l'autoroute, aujourd'hui, il n'y a pas de solution viable. L'hydrogène, c'est toujours pas une solution. Alors, ça, je parle pour des batteries. On a une deuxième solution qui, elle, est pratique, qui est utilisée, c'est le gaz naturel d'origine bio. Et là, on fait 85% d'économie en CO2, c'est considérable. Et on a des véhicules, alors il manque encore un peu de fiabilité, mais c'est acceptable d'un point de vue économique.
On a aussi des biodiesels qui arrivent maintenant. On a une spécificité en France puisqu'on autorise un carburant baissant 100% d'origine colza français. Donc on est sûr de ne pas avoir détourné des terres de l'usage agricole. Ce qui n'est pas le cas pour tous les agrocarburants dans le monde. C'est quelque chose auquel il faut être très attentif, la durabilité des agrocarburants. Et puis à l'hydrogène, alors on a une petite bataille, une petite battle avec Yvan, parce que moi je dis c'est de l'industrie fiction, parce qu'aujourd'hui, moi en tant qu'industriel du transport, si je veux demain aller acheter dans une concession un véhicule à hydrogène et puis trouver des pompes sur ma route pour le faire, je ne peux pas. Donc je sais qu'il va falloir que j'attende encore quelques années pour ça. C'est quoi, 2030 ? Et la discussion, c'est à quel moment ça va être disponible et à quel moment ça va être disponible à un prix abordable. Et donc, en effet, les calculs qu'on fait tous, c'est plutôt à l'horizon 2030. Oui, je pense qu'à ce moment-là, ça deviendra la solution de référence pour la longue distance, parce qu'en plus, on aura eu besoin des agrocarburants pour d'autres choses, notamment pour les avions. Yvan Baturan, vous pensez que ça va arriver plus tôt, oui ? En 2019, à l'occasion du Moving On 2019, nous avions réuni des hauts représentants de cette communauté, des supply chain managers comme on les appelle, de la part des chargeurs, mais aussi des hauts responsables des transporteurs, opérateurs, de l'infrastructure, parce que la fabrication du carburant et la distribution du carburant est tout aussi importante. Et nous leur avons présenté un projet qui a émergé en Suisse. En Suisse, 2 chaînes majeures de distribution s'appellent Coop et Migros, ont décidé véritablement de décarboner aujourd'hui leur transport de camions, et pour ce faire, ils ont fait un appel d'offres pour des camions à hydrogène. Pour faire l'histoire un petit peu courte, il y a un manufacturier de camions qui s'est engagé, une société, un consortium qui a été créé pour fabriquer de l'hydrogène vert, c'est-à-dire en jouant sur les pics et les creux de fabrication d'électricité des barrages hydroélectriques, un distributeur pour les distribuer au bon endroit, et donc tout un système pour passer 100% des transports de ces marchandises-là dans tout un pays. Certes, c'est un petit pays, mais petite histoire, sans subvention. C'était un projet intéressant parce qu'en termes de volume, on parle quand même de 1600 camions. Ce n'est pas une petite affaire. Mais en 2019, c'était un projet. À l'occasion de ce Moving On, il y a 2 jours, nous avons réuni à peu près la même communauté et nous leur avons présenté où on en est. Aujourd'hui, il y a déjà 50 camions à hydrogène qui existent, qui roulent, et qui non seulement rendent le service de transport voulu, mais également qui sont rentables. Et petit à petit, cette flotte est en train de grandir. Et pourquoi c'est rentable ? Sans subvention, parce que les camions sont effectivement dans une technologie nouvelle, donc ça coûte encore plus cher. Mais le fait qu'en Suisse, il y ait une taxe carbone plus élevée, qui fasse que les transporteurs, grosso modo, payent en taxe 65 000 francs suisses par an pour utiliser des camions au gasoil. Le fait de basculer sur ces camions-là, ils économisent tout de suite 65 000 francs suisses par an. Parce que la taxe est forte de l'autre côté. Exactement, on revient au premier point. Une juste taxation des externalités négatives permettent de créer de l'espace d'opportunités, y compris rentables, pour faire des bons choix. Très rapidement, 3 autres questions. Un sur la place du fret ferroviaire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui concourent à ce que, en effet, la part modale ferroviaire en France, elle est tombée en dessous de 10%. Et en Europe ? Et en Europe, elle est très élevée dans un certain nombre de pays. Alors la Suisse, parce que justement, comme le disait Yvan, il y a une tradition de taxation de la route qui fait que ça a maintenu le ferroviaire. Donc on est au-dessus de 20%. On est Autriche, on est au-dessus de 20%. Dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, on est aussi très élevé parce qu'il n'y a pas forcément la même infrastructure que nous avons en France en route. Et donc l'objectif est évidemment de redévelopper cette part ferroviaire. Et nous, on essaye de travailler aussi avec nos clients pour leur expliquer comment bien se servir du ferroviaire. Il ne faut pas vouloir se servir du ferroviaire pour amener la chemise dont on a besoin demain pour le mariage. Et donc il y a des choses à faire sur le ferroviaire. Il doit prendre une place plus importante. En revanche, dès qu'on a du pondéreux, dans les boissons, ça marche très bien parce que vous avez un gros tas de boissons rafraîchissantes sans alcool à un goût de cola qui est fabriqué à Dunkerque. Si vous voulez l'emmener à Marseille, pourquoi voulez-vous prendre 50 camions, mettez ça sur un train et ça ira très très bien parce que c'est faiblement différencié, il n'y a pas forcément une urgence, une réactivité. Donc il y a des marchandises, il y a des distances,
il y a des itinéraires qui sont très favorables au fret ferroviaire. Le développement du vélo cargo, autre question dans les centres-villes, est-ce que ça c'est un non-événement? On en voit de plus en plus dans les centres-villes, interdit aux voitures. Le vélo de cargo qui permet le transport de marchandises, c'est un détail. C'est un détail, mais un détail qui compte, comme tous les autres détails. C'est une bonne idée et je suis sûr que l'avenir sera fait de plein de bonnes initiatives qui, mises tout ensemble, changeront véritablement le monde. Vous êtes d'accord avec ça, Benoît Beldaillé? Moi, je suis tout à fait d'accord. On a besoin de toutes les énergies, on a besoin de toutes les forces. La bataille est immense et il faut absolument qu'on s'y mette tous. Allez, dernière question, je suis déjà très en retard sur le taux de remplissage. Est-ce que là aussi, il y a énormément de choses à faire là-dessus? C'est très clair et là on travaille beaucoup sur les questions de packaging déjà pour s'assurer qu'on ne transporte pas du vide parce que le packaging est surdimensionné. Il y a des technologies maintenant de machines de découpe de packaging qui vont ajuster la taille du paquet à vraiment aux besoins. Et c'est vrai que historiquement dans le monde du transport, il y a deux choses qui vont contre un bon remplissage. La première chose, c'est qu'on a regardé plutôt les poids et la surface plancher. Combien de palettes je peux mettre dans ma semi-remorque et je ne sais pas trop regarder s'il me restait du volume et comment je pouvais le remplir. Et donc on n'a jamais développé jusqu'à présent, et c'est vraiment notre tâche maintenant, on n'a jamais mesuré des taux de remplissage. Donc, mesurer le vide en fait. Voilà, mesurer le vide, ça c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, et il faut le reconnaître aussi, c'est il y a eu tout un paradigme dans l'organisation des supply chains industrielles sur le juste à temps, avec du transport et de la logistique devenant très performant, très réactif, et d'autre part la volonté de diminuer des stocks intermédiaires. Et aujourd'hui, un certain nombre de nos clients nous disent on n'est pas sûr que nos industriels commandent des camions à bon escient. Est-ce que vous pouvez nous aider à vérifier que vos camions, les camions que vous exécutez pour nous sont bien pleins? Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui de la place pour de l'amélioration sur cette dimension. Et merci à tous les trois d'être venus ici au Moving On Summit. C'était donc Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable proposé par Moving On.